découvert par l'oiseau Paul. Donc, ici, cette portion nous donne la possibilité d'explorer l'espace avec une probabilité, par exemple, de 0,25% l'algorithme standard de la recherche de Google. Aussi, il utilise une exploration aléatoire à travers les modes de Libye. Ici, pour parler des modes de Libye, on parle tout d'abord de variables aléatoires. Les variables aléatoires, c'est la réalisation des éléments avec un processus aléatoire. Donc, la représentation générale dans la plupart de ces cas, c'est la distribution gaussienne et aussi, ou bien la distribution normale, bien sûr, dans la plupart des cas des distributions. Donc, ils sont représentés par cette expression. Ici, nous avons notre variable, la moyenne et la variation standard. Dans le cas du loi normal de 0,1, la moyenne égale à 0 et la variation standard égale à 1. Donc, c'est un peu les caractéristiques de la distribution gaussienne. On passe au Lévy. Lévy est on peut faire une approximation au vol de Lévy à travers une distribution de loi puissance qui peut être écrite sous cette forme simplifiée. La caractéristique de cette loi, c'est que sa moyenne et sa variance sont infinies dans le cas de départ entre 0 et 2. Ce qui nous donne la possibilité de bien explorer l'espace de recherche sont comparés aux distributions de loi normale, ou bien sûr distribution gaussienne. Oui, donc les modes de Lévy, ils ont une moyenne et une variance infinie, ce qui explique la capacité d'explorer l'espace de recherche plus efficacement par la recherche du Google. Nous avons ici une représentation des modes de Lévy et une marche brownienne. Donc, on remarque ici que le nombre de pas générés par les modes de Lévy sont moins comparés au nombre de pas générés par une marche aléatoire simple, ce qui explique une exploration plus efficace de l'espace de recherche avec un minimum de pas. Ou bien sûr, les modes de Lévy évitent de retourner aux zones déjà découvertes. Donc, pourquoi on utilise les modes de Lévy? Donc, pour résumer, notre choix des modes de Lévy, c'est que la probabilité de retourner aux positions visitées est très réduite par rapport à la distribution gaussienne. Aussi, les nouvelles sites ou les nouvelles positions visitées sont plus nombreuses que celles de les marches aléatoires. Nous avons une troisième motivation, c'est que si on utilise un ensemble d'agents ou de particules pour explorer l'espace de recherche, le résultat c'est que ces particules ou ces agents se diffusent rapidement par rapport aux marches aléatoires, ce qui élimine ou bien réduit la compétition entre ces agents. Donc, pour conclure, la recherche du Google, donc, elle se base sur
deux caractéristiques ou bien deux points forts, c'est qu'une exploration de l'espace à travers la probabilité de découverte, aussi bien un balayage bien efficace de l'espace de solution à travers les mondes et les villes. Bien sûr, cette métaheuristique est une métaheuristique basée sur une population de solutions, c'est-à-dire un ensemble de chasseurs. Je vous remercie. On passe à M. Tarek pour présenter une application de la métaheuristique de recherche. Merci M. Aziz pour cette explication du pseudo-code de l'algorithme. Comme l'a expliqué M. Aziz, nous avons adopté pour introduire l'optimisation bien métaheuristique une approche par exemple. Pour chaque concept, on va essayer d'illustrer par un exemple. Ce qui est le cas des métaheuristiques, on a illustré par l'exemple de la recherche en propos. Et nous avons expliqué le passage de la théorie vers l'application par un exemple qui est l'application d'une métaheuristique dans le domaine du traitement de vidéo. Et l'exemple que nous avons choisi, c'est le suivi d'objets mobiles dans les séquences vidéo. Et pour expliquer comment a été faite la projection de cet algorithme sur le problème du suivi d'objets mobiles, nous avons adopté encore une fois une approche par exemple. C'est-à-dire, pour chaque itération, pour chaque exécution, nous allons voir comment se fait l'exécution pour améliorer la population initiale dont vous a parlé M. Aziz. Donc, pour expliquer tout ça, nous allons donner une ensemble sur ce que c'est que déjà la notion de suivi d'objets mobiles en traitement de vidéo. Nous allons voir les processus, nous allons voir aussi des exemples des processus de convergence de l'algorithme du concours et nous allons voir aussi la validation expérimentale de cette projection sur le problème de suivi d'objets mobiles. Donc, notre exploration du domaine des métaheuristiques a été motivée par la recherche d'un processus qui permettra d'améliorer la méthode d'exécution ou la méthode de recherche pour une solution optimale dans le suivi d'objets mobiles. Le suivi d'objets mobiles, déjà, c'est manifesté comme étant un sujet très intéressant de par l'abondance des domaines d'application. On peut voir ce genre d'algorithme dans différents domaines d'application, comme par exemple le traitement du comportement naturel de l'humain, c'est-à-dire que quand on a un ensemble de personnes en mouvement, on essaie d'analyser le comportement de ce groupe de personnes et de voir si ce comportement est normal ou anormal. On peut le voir aussi dans les applications d'analyse du trafic routier pour pouvoir analyser la congestion routière et savoir quelles sont les meilleures routes à prendre pendant les heures de pic, par exemple. On le voit aussi dans les applications de vidéosurveillance dans les grandes surfaces pour, en quelque sorte, aussi analyser le comportement des personnes visibles dans cette grande surface. On le voit aussi dans les applications militaires telles que la détection ou le suivi de missiles ou de projectiles militaires, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'applications de nos jours qui utilisent ce genre d'algorithme, et donc l'intérêt, c'est que c'est ce genre d'algorithme. Qu'est-ce que le suivi d'objets mobiles? Donc, normalement, nous avons une première image où la détection est faite d'un objet inclus ou d'un objet en mouvement dans cette image. On arrive à détecter la position de cet objet dans cette image, et donc la position est connue sur l'image 1, c'est de x, y. Or, sur la nouvelle image, qui est l'image numéro 2, on n'a aucune connaissance ou aucune information sur la position probable de l'objet dans cette image. Et donc, du point de vue de la machine, d'un serveur, d'une machine informatique, donc, la position n'est pas connue. Et l'espace de recherche est totalement inconnu. Donc, la meilleure solution, ou la solution idéale pour retrouver l'objet dans la nouvelle image, c'est de commencer à partir
l'image et de faire un balayage exhaustif pour évaluer la ressemblance entre les différents profils existants sur cette image et le profil défini sur la première image. Et donc, après ce balayage, on se rend compte que cette région de l'image est la meilleure région qui ressemble le plus au profil dans l'image précédente, et donc on arrive à détecter la position de l'objet qui est de X, c'est-à-dire sur l'image 1 on a X, Y, sur l'image 2 on se rend compte que c'est X plus un delta X, c'est-à-dire le déplacement élémentaire au niveau des axes des X, et Y plus delta Y. Donc, ce problème a été, on va dire, résolu, ou temporairement résolu par plusieurs algorithmes qui ont été introduits dans la littérature de ce domaine, au point que ces algorithmes ont été répartis selon la représentation de l'objet adopté par l'algorithme. C'est-à-dire, on a des algorithmes qui représentent l'objet. On a vu dans notre exemple que l'objet est représenté par un rectangle. Il y a différentes représentations adoptées. On peut avoir une représentation ponctuelle, c'est-à-dire que l'objet, dans le cas où les objets sont de dimension réduite, l'objet est représenté par un seul point, qui est généralement le centre de cet objet. Et ce genre d'algorithme permet de réduire l'information sur un point et donc le temps d'exécution est relativement très intéressant. C'est-à-dire que c'est très rapide, mais on perd beaucoup d'informations sur le type de mouvement effectué par cet objet mobile. Aussi, on perd aussi l'information sur la forme exacte de cet objet. Pour remédier à ça, donc, il y a aussi les algorithmes de suivi par contour. On a une définition exacte du contour de la forme de l'objet, sauf que, encore une fois, pour retrouver l'exactitude de ces contours, le temps d'exécution est pénalisé. En termes de compromis entre ces deux branches de recherche, il y a le suivi de noyau, qui revient à dire l'objet d'intérêt est assimilé à une forme géométrique primitive, un rectangle ou un ellipse. Le problème dans toute cette littérature, on voit bien qu'il y a beaucoup d'axes de catégories d'algorithmes, mais le problème c'est qu'avec l'avancée de la technologie, c'est-à-dire l'introduction des caméras à haute définition ou l'introduction des caméras à haute vitesse, où on a plusieurs frames, plusieurs images par seconde, ce genre d'algorithme, certes, permet de retrouver les objets avec exactitude, mais le temps d'exécution est pénalisé parce qu'on a plus de données à traiter. Un algorithme qui s'exécutait en temps réel sur une image de dimension 255 sur 255 n'aura plus la même performance sur une image de 1080 ou 1900 pixels sur 1080 par exemple. Et donc, l'intérêt ou l'avantage des algorithmes déjà existants a été que ça permet d'avoir une bonne précision de la localisation de l'objet, de l'emplacement de l'objet dans les images. Sauf que le temps d'exécution est pénalisé. D'où l'idée de penser à une optimisation de la méthode de calcul ou la méthode de recherche du profil associé au profil cible dans l'image précédente. Et de là, nous avons pensé aux algorithmes métaheuristique. Après une étude du domaine du métaheuristique, c'est avéré que la méthode de recherche par concours est très intéressante, puisque plusieurs études ont été faites sur les performances de cet algorithme, et il s'est avéré que la recherche du concours est très adaptée au domaine, aux espaces de recherche discrets, qu'on peut assimiler à une image menée, c'est-à-dire, ça aussi c'est un espace de recherche discret. Et donc, pour faire cette projection entre les concepts qui ont été expliqués par mon collègue Aziz et le traitement d'images pour le suivi d'objets mobiles, nous avons dû projeter l'espace de recherche sur une image 2D. C'est-à-dire qu'une solution pour nous, ça va être une petite zone de l'image au temps T plus 1. Donc, l'image elle-même, elle représente un ensemble de solutions superpositionnées. Et pour évaluer la qualité de chaque solution, il faut toujours avoir recours à une fonction objective. Dans notre cas, ça va être la distance de battage arrière. Pourquoi la distance de battage arrière? Parce que chaque image dans le vue de la machine est représentée par un vecteur. Ce vecteur n'est autre que l'histogramme de couleur de cette région d'image. Et pour faire la différence, comparer
deux images, on devra comparer les histogrammes de couleurs de ces images, et donc on aura besoin d'une distance pour comparer la similarité ou la dissimilarité entre deux vecteurs. Il y a l'exemple de la distance euclidienne, distance de Moravec, il y a plusieurs distances, et dans le cas des histogrammes de couleurs, la meilleure distance est la distance de Bata-Charge. Et donc, comme elle expliqué, on rentre un peu dans l'exécution de l'algorithme, on prend par itération par itération. Donc, comme a expliqué M. Aziz, l'exécution de l'algorithme commence par une population initiale qu'il faut déjà initialiser ou sélectionner à partir de l'espace de recherche pour améliorer sa qualité ou pour chercher à travers cette population la solution optimale. Donc, à partir de l'ancienne position de l'objet dans l'image précédente, nous avons réduit la zone de recherche parce qu'un objet qui était présent dans l'image précédente dans cette région ne pourra pas se retrouver directement dans l'image suivante dans un emplacement, par exemple ici. On ne pourra pas la retrouver. Donc il serait plus intéressant de rechercher les profils dans une région autour de l'ancien emplacement de l'objet. Donc on commence par une initialisation de la zone de recherche. On réduit l'espace de recherche à une petite zone de l'ancien emplacement. Et on commence par initialiser notre population. La population est, d'après le pseudocode de théorème de la recherche de Foucault, la population initiale est initialisée de façon aléatoire. Donc on suppose par exemple qu'on a une population de 5 éléments, soit les rectangles en noir. Ça a été initialisé dans cette zone de recherche de façon aléatoire. On suppose que ça, c'est notre population. Et après avoir initialisé toute cette population, on essaie d'évaluer la qualité de chaque solution dans cette image. En sous-entendant par l'évaluation de la qualité de cette région, c'est-à-dire la similarité entre cette région et le profil recherché, l'objet qu'on recherche. Donc après évaluation de ces 5 régions, il est évident que la meilleure solution est celle-là. Donc on va représenter dans notre cas par la couleur bleue pour avoir une visibilité du meilleur élément. Et comme a dit M. Aziz, l'élément ou le candidat de Lévy qu'on va générer, parce qu'on génère une nouvelle solution à partir de l'espace de recherche en se déplaçant du meilleur élément obtenu dans la population initiale. Donc à partir de cette région, on fera un déplacement pour générer une nouvelle solution que l'on considérera le candidat de Lévy. On verra par la suite, je rappelle que les déplacements par Lévy suivent la distribution de Lévy qui fait que généralement les pas de déplacement sont très réduits. Mais de temps en temps, on a des déplacements très grands qui font qu'on n'est jamais, on se retrouve jamais bloqué dans une région de l'image, donc on évite les optimums locaux. Et donc, à partir de cette information, on se retrouve avec 2 cas de figure. On a l'exécution où on retrouvera un élément lointain à partir de ces déplacements grands, et il y a les déplacements qui se feront autour ou dans les voisinages de la meilleure solution obtenue. Donc on verra les 2 exécutions et on verra comment ça permet d'améliorer la qualité de la population. Prenons le cas des déplacements réduits, c'est-à-dire qu'à partir de la meilleure solution, le nouvel élément, donc le nouveau candidat de Lévy, sera au voisinage de cette solution. Supposons que c'est cette solution. Donc l'élément vert sera le candidat de Lévy. Ce candidat est comparé à une solution existante dans la population initiale que l'on sélectionnera de façon aléatoire. Donc à partir de ces 4 zones existantes dans la population initiale, on va sélectionner un de façon aléatoire, supposons que c'est cet élément. Donc, si on compare la qualité de cette région avec cette région de Lévy ressemble nettement mieux au target que celle existant dans la population initiale. Et donc, le résultat serait que ce nouveau candidat remplacera celle existante dans la population, et donc notre population deviendra
ces 5 rectangles au lieu des 5 qui étaient dans la population. Et donc la qualité globale de notre population s'est améliorée au fur et à mesure. En recalculant la qualité et en réordonnant les solutions de la population initiale, on se retrouvera avec un meilleur élément qui s'est déplacé. On avait cet élément comme étant le meilleur élément de la population initiale, maintenant on est plus proche de la solution qu'on recherche. Et donc on voit que au fur et à mesure, la qualité globale de la population est améliorée. Prenons maintenant l'exemple où le vague de déplacement est très large. Donc on essaie de consulter les régions lointaines. Supposons, par exemple, déjà la solution sera initialisée loin de la meilleure solution. Et donc supposons par exemple que c'est cette région. Ça c'est le candidat du livre. Comme on a dit, on va le comparer avec une solution choisie aléatoirement à partir de la population initiale. Supposons que c'est cet élément-là. Et donc, cet élément contient déjà une portion de l'objet recherché, alors que l'élément de candidat par Lévy est totalement différent de la solution cible. Et donc, comme on a dit, à partir du processus de substitution, l'élément du Lévy sera éliminé et on restera sur notre population existante déjà. Donc cet élément est dans le. On passera au processus de découverte ou la probabilité de découverte de la solution. Cela est représenté par le cas suivant. On reprendra cet exemple où on avait déjà la population améliorée par un pas réduit à partir de la meilleure solution. Donc, l'idée est de remplacer les solutions existantes pour une portion de la population existante qui est d'une qualité inférieure. Donc, les éléments ou une portion de la population sera éliminée en fonction de sa ressemblance avec l'élément cible. On supposera que dans cet exemple, celle qui ressemble le moins au target sera celle-là. Et donc, cette solution est automatiquement éliminée sans aucune comparaison. Elle est éliminée de la solution ou de la population initiale. On essaiera de la remplacer dans notre population initiale par une zone sélectionnée à partir de l'espace de recherche de façon aléatoire. Donc, il se peut qu'on ait cette région, c'est aléatoire. Il se peut qu'on se retrouve avec cette solution qui est la solution recherchée. Il se peut que ce soit une autre. Donc, si on prend le cas de la deuxième solution qu'on a proposée, ça va être celle-là. Et donc, avec cette exécution, on est arrivé à retrouver l'objet recherché dans l'image actuelle. Donc, les résultats expérimentaux, comme vous le voyez ici, ont permis de retracer la trajectoire de l'objet avec succès en un temps d'exécution très réduit et surtout quand ça a été appliqué sur des images haute définition, c'est-à-dire que le nombre de pixels ou la taille de l'image qu'on va évaluer n'a aucune importance par rapport à la performance de l'algorithme. Même si l'image est très grande, le nombre d'exécutions sera toujours le même. Et donc, en conclusion à cette présentation, on va dire que l'algorithme de Foucault est un algorithme très intéressant de par le nombre de paramètres qu'on doit adapter au problème concret. Et comme vous l'avez vu, il a été relativement facile de projeter le fonctionnement de l'algorithme de Foucault sur le problème du suivi. Et ceci n'est qu'un commencement. Plusieurs applications se basent maintenant sur l'algorithme de recherche du Foucault et les résultats sont généralement très intéressants et très encourageants. Et donc, comme on a pu avoir un très bon retour ou une très bonne performance en utilisant le Foucault dans le suivi de géologie, on peut l'avoir sur plusieurs domaines de recherche, sur plusieurs domaines, on va dire, plus exactement d'application. Et donc, je vous remercie pour votre attention.
Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation, c'est très riche, très intéressant. Bon, concernant la recherche de la solution, vous avez dit vous éliminez la population par rapport à la qualité inférieure. Vous avez quelle qualité inférieure? Comme j'ai dit, on évalue chaque solution à partir de sa qualité, c'est-à-dire la ressemblance entre cette région de l'image et la solution cible, la solution qu'on recherche, c'est-à-dire le profil de l'objet qui a été détecté dans l'image précédente. On a déjà détecté l'objet dans l'image 1, donc on connaît à quoi ressemble la solution optimale et on est en train juste de chercher sa position dans l'image suivante. Et donc à chaque fois, on a l'ancien profil, on calcule la similarité à travers la distance de Bhattacharya et cette distance ou cette similarité permet de dire est-ce que la qualité de cette solution est bonne? Parce que quand on a deux éléments qui sont comparés par la distance de Bhattacharya, plus la distance est grande, moins la similarité existe entre ces deux profils. Parce que quand on dit deux solutions sans distance, c'est-à-dire qu'elles ne se ressemblent pas. Et donc à partir de la distance de Bhattacharya, on arrive à déduire la qualité de la solution. À partir aussi de la population complète, on élimine la portion qui a une mauvaise qualité. Donc celle qui ressemble le moins au profil qu'on cherche. Les paramètres de l'algorithme de recherche de Koukous sont déjà la taille de la population, c'est-à-dire le nombre de solutions adoptées dans la population initiale, et la probabilité de découverte. Parce qu'à partir de cette probabilité, on va définir déjà si on va exécuter le processus de découverte de PA, et sur certaines versions de la recherche de Koukous, on n'élimine pas une seule solution, mais on élimine une portion de la population initiale. Et cette portion est calculée à partir de PA, c'est-à-dire la probabilité de découverte. Si on dit qu'une solution de mauvaise qualité est découverte à 25%, 0,25 PA, donc ça veut dire que 0,25 ou 25% de la population sera éliminée quand on exécutera le processus de substitution par PA. Ceux qui sont de qualité médiocre, c'est-à-dire. On n'est jamais sûr quand on s'agit des algorithmes pareils. Parfois, initialement, donc on est en mauvaise position, mais l'évolution pourrait être meilleure. C'est-à-dire que vous êtes en train de supprimer un bon élément qui est contenu dans cette population qui a la probabilité de bien évoluer par la suite. Donc, en général, pour les différences, c'est toujours les paramètres de notre sont avec selon le problème traité. Donc, dans le cas de la recherche de Koukous, nous avons un seul paramètre à régler, en principe, sans la taille de la population initiale. Ce paramètre est celui de la portion à éviter des mauvaises solutions. Donc, pour ce cas, le RSF, c'est la valeur du paramètre dans la version standard de la recherche du Koukous, développée par M. Sinchina. Donc, ce paramètre est réglable selon le problème, soit d'autres. Donc, vraiment, le problème, mais c'est réglable selon le problème de la recherche. Il a fait votre question, donc vous avez dit peut-être qu'en éliminant cet élément-là, on a éliminé un candidat de bonne qualité. Mais, exactement, mais déjà la solution est composée de ces 5 éléments. Et cet élément, comparé aux 5 éléments existants dans la population initiale, est de toute façon médiocre. Sa qualité le pénalise. Il est éliminé de façon automatique. Donc, si cet élément pourra être source générateur d'un meilleur élément, normalement, d'après le théorème du Koukous, d'après le concept du Lévy, c'est là a une meilleure probabilité de générer un élément de bonne qualité. Donc, il serait plus intéressant d'éliminer celui-là plutôt que d'attaquer les autres qui ont une meilleure probabilité de départ. À savoir qu'il faut comparer le nouveau élément avec l'ancien. Exactement. C'est l'idée de supprimer une population qui est
Ça va intensifier la recherche innovante. Donc c'est innovant dans des régions contenant des objets mondiaux. C'est pas possible parce qu'on a une exploration d'un espace global. Même s'ils sont à ça, donc dans ce cas-là, on peut avoir d'autres éléments qui vont explorer l'espace. Par conséquent, on sait que ce n'est pas la meilleure solution. On peut les faire réaliser. Exact. À partir de cet élément, on peut quand même avoir une visibilité sur les régions lointaines, mais la loi du numérique fait que la possibilité de se déplacer vers une région lointaine a une très petite probabilité. Alors qu'avec le processus par PA, on génère de façon aléatoire dans l'espace. Donc on a plus de diversification que en suivant le code de déplacement par pavé. Pour le cas des envoyés, nous avons le choix d'une solution en inverse. Donc, pour le faire de la fonction des mauvaises solutions, nous avons dit que nous avons le choix d'une solution. Je vais dire en espace de recherche. Mais, comme vous avez cité, nous avons toujours une probabilité de rater les meilleures solutions parce que nous sommes toujours dans les algorithmes approximatifs qui font une chose totale. L'objectif ou bien le point fort des métallurgistes, c'est de fournir de bonnes solutions dans un meilleur temps. C'est ça le but. C'est de faire l'équilibre entre le temps et la qualité des solutions. Mais en général, nous n'avons jamais une garantie d'atteindre la meilleure solution. Et c'est ça le fonctionnement des métallurgistes. Mais nous avons une garantie d'atteindre une solution de très bonne qualité, bien sûr, dans les instruments. La majorité des instruments ce sera utilisés, mais le plus important, c'est le temps. Dans ce cas de. Encore, si vous permettez, j'ai pris la parole. Déjà, je ne sais pas féliciter pour la qualité, la clarté de mon présentation. Ce que j'arrive pas toujours à voir, moi, c'est l'assimilation avec ce que vous avez montré au départ pour l'oiseau de concours et ce qu'on cherche comme solution optimale. Donc, en fait, c'est quoi le lit, c'est quoi l'œuf, c'est la base d'inspiration. Oui. Parce qu'il y a la nature et l'algorithme et le problème. Bon, ce que je cherche là, l'objet, les conversations, en fait, c'est quoi? C'est des livres, c'est je généraliser une idée globale sur le processus de métallurgie. Donc, le premier contrainte de ce type de problème, c'est que nous ne pouvons pas construire la meilleure solution de ce problème. Donc, nous n'avons pas la possibilité d'aller directement vers la meilleure solution. Si nous avons cette possibilité, nous n'avons pas le besoin des métallurgistes. Donc, c'est premièrement la première contrainte. La réponse à votre question, c'est les métallurgistes fonctionnent sur des solutions sans la considération des détails du problème, comment générer la solution ou bien comment construire la solution. Donc, ils considèrent le problème comme une boîte noire. Donc, il faut une perturbation, ou bien un mouvement, ou bien un pas, ou bien un déplacement dans l'espace de recherche, et elle fait la réception de la qualité de cette solution. Donc, elle refait le test. Donc, bien sûr, elle génère une solution, elle teste sa qualité. Donc, à l'intérieur de ce problème, ça n'est pas considéré par les métallurgistes. Pour retourner à votre question qui est l'inspiration, nous considérons que un nid est un individu de la population. Un œuf dans un nid, une population potentiellement capable de nous donner un passage vers la génération suivante de nouvelles solutions. Déjà, l'inspiration, il y a des oiseaux de concours
semi est éliminé, ce qui se projette sur notre problème par cette portion de la population qui est éliminée, qui est générée de façon aléatoire. Ce qui revient dire l'oiseau, quand il retrouve que son œuf a été abandonné au Guinée, il va essayer de prendre un autre dans une région. Et là, il y a une situation Merci monsieur pour la question. Alors vous avez dit que le professeur chez la meilleure méthodologie biosphérique correspondait sur un espace de recherche discret. Donc cela correspondait sur un espace de recherche discret. C'est quoi déjà l'espace de recherche discret? Autrement dit, comment je saurais que le professeur chez nous est mieux adapté qu'une autre méthodologie, c'est-à-dire de liaison de la. Merci. Donc, pour nous avons cité que l'espace de recherche, l'espace de recherche est lié en fonction des variables utilisées dans la fonction. Si la nature des variables utilisées dans la fonction sont de nature réelle, c'est que nous avons un espace de recherche continu. Si la nature des variables de la fonction objective sont de nature discrète ou sont des combinaisons d'interprétation, nous sommes dans le cas d'un espace de recherche discret. Si on a un mix, nous sommes dans le cas d'un espace de recherche discret. Selon le problème, la fonction de recherche liée au problème. Donc, par exemple, dans le cas d'un problème de recherche opérationnelle, par exemple, le problème de voyageurs de commerce, nous sommes face à un calcul de distance. Donc, le problème de voyageurs de commerce, c'est de parcourir N villes, de retourner à la ville spéciale, dans le but d'atteindre la distance minimale du tour. C'est ça l'objectif du problème. Donc l'objectif ici, c'est de minimiser la distance de la tournée et les variables utilisées, c'est des combinaisons, des arcs. Les arcs se chemin. Les combinaisons ici représentent un espace de recherche combinatoire. Ou bien discret, car on utilise les positions des lignes dans notre chien. Donc, la fonction objective, c'est toujours lié au modèle du problème. La comparaison entre une méthodologie très difficile. La première chose à considérer dans toute comparaison, par exemple, on peut dire par exemple qu'une méthodologie est meilleure qu'une autre dans cet instance. On ne peut pas généraliser la différence de qualité des méthodologies. Aussi, bien sûr, mais on ne peut pas toujours généraliser, car les problèmes traités par les méthodologies sont diversifiés dans plusieurs domaines. Donc on peut trouver par exemple pour le PSO, particle source optimisation, il est conçu au début pour les espaces continus. Donc ce qui rend augmente la difficulté de passer vers l'espace discret, c'est le calcul de la vitesse. Comment interpréter la vitesse dans un espace discret. Aussi, pour la recherche de fréquence, au début, pour les espaces continus. Donc, comment représenter le déplacement de Lévy dans un espace discret par des ondes. On passe au réel des ondes. C'est ça le problème. En général, pour comparer deux méthodologies, on compare, par exemple, la généricité. Comment adapter la méthodologie aux différents problèmes. Par exemple, si on veut comparer la généricité de deux méthodologies, on compare en principe le nombre de paramètres à régler. Par exemple, dans le cas des algorithmes génétiques, on doit régler le taux de mutation, le taux de croisement, le taux d'élétisme, par exemple. Et pour la recherche de concours, on a juste à régler le paramètre PA. La taille de la population n'affecte pas la qualité de la solution.
métallistes. Aussi, pour adapter, pour comparer les métallistes. Par exemple, le facteur d'intensification, de diversification. Comment la métallistique intensifie la recherche dans des zones prometteuses, ou comment il diversifie. Par exemple, pour les algorithmes génétiques, il fait la diversification à travers la mutation et l'intensification à travers le croisement. Le PSO, il fait par exemple la diversification à travers une marche aléatoire dans l'équation de la vitesse et il intensifie la recherche en considérant les meilleures solutions trouvées par les membres de la population. C'est un peu comme ça qu'on peut comparer les métallistes. D'une manière générale, mais pour un problème spécifique, on compare les résultats directement. Mais on ne peut pas toujours jamais généraliser une métallistique qui est fort par rapport à supposons pour cette instance. C'est un élément sur lequel on peut se baser pour se dire ok, on a une probabilité assez importante d'avoir de bons résultats en utilisant la recherche de Foucault plutôt qu'un autre algorithme. Et puis, pour rejoindre ce que M. Azizali, il y a pas mal d'études comparatives dans la littérature qui affirment que, en comparant par exemple la méthode de recherche, déjà l'introduction de l'algorithme de recherche de Foucault a été jointe à une étude comparative au PSO et aux algorithmes génétiques sur les fonctions de benchmark que vous avez citées. Et ils affirment que sur plusieurs instances, l'algorithme de Foucault a permis d'avoir de meilleurs résultats, un taux de réussite à quasiment de 100%. Donc, là, on a une étude qui confirme notre plan. Et puis, il y a d'autres études qui ont comparé la recherche aux ACO, aux DE, à différents algorithmes dans la littérature. Et ils ont conclu que, généralement, c'est-à-dire c'est pas totalement de façon directe, mais ils disent que généralement, l'algorithme de recherche de Foucault est mieux adapté aux espaces de recherche, ce qui a encouragé une motivation en quelque sorte. Et ça s'est confirmé par les résultats expérimentaux parce qu'on a comparé aussi ce qu'on a obtenu au suivi d'objets mobiles, moyennant le PSO. Et les résultats obtenus ont été largement en faveur de la recherche. Généralement, le mouvement il a une distribution
uniforme, donc on peut dire qu'avec une méthode de prédiction, on arrivera généralement à retrouver la position de la personne dans l'image suivante. Mais là, on néglige le problème de changement brusque, soit de vitesse, de direction ou de n'importe quel paramètre entrant dans le mouvement de l'objet. Et dans ce cas-là, les méthodes de prédiction sont pénalisées. Par exemple, le filtre de Kalman, parce qu'on a effectué une étude là-dessus, et on s'est rendu compte que le filtre de Kalman perd la trajectoire de l'objet une fois qu'il y a un changement brusque dans les paramètres de l'état de l'objet ou du mouvement de l'objet. Et il serait là, dans ce cas, très difficile de remédier au problème, et donc on a une perte de la cible. Ce qui a été intéressant dans notre cas, ce que nous avons effectué, ce qui effectivement améliore le temps d'exécution de l'algorithme, nous avons inclus un seul élément dans la population initiale, qui est la position de l'objet prédite dans